Corandil, à vous la parole. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais remercier les organisateurs et Merck de leur invitation. Et on va parler du coronarien stable, pas instable, même si on aura peut-être quelques liens avec l'instabilité. Et avec cette nouvelle classe des activateurs des canaux potassiques, et essayer de répondre à la question quelle place peut-on trouver pour cette classe ou cette nouvelle molécule chez le coronarien. Voici mes liens d'intérêt, essentiellement de la recherche clinique dans la maladie coronaire, à la fois sur le plan pharmacologique et interventionnel, et également dans les procédures structurelles. Alors, voilà le plan de notre apprentissage des canaux potassiques. On répond, comme le ferait un bon journaliste, aux questions pourquoi, quand et comment utiliser ces activateurs des canaux potassiques. Et on va se concentrer notamment sur la réponse à la question pourquoi, en passant un petit peu de temps sur les mécanismes d'action, parce qu'ils sont très particuliers, ils sont spécifiques. On peut dire qu'ils sont inédits parce qu'aucune autre molécule ne les revendique, et aussi parce qu'il y a des preuves d'efficacité importantes. Alors ces mécanismes, qu'est-ce qu'ils ont de spécifique et inédit? C'est qu'ils sont multiples avec des conséquences en termes de tolérance remarquables au plan de fréquence cardiaque et de pression artérielle. Multiples, ça veut dire double. Certes, ces activateurs des canaux potassiques sont des donneurs de NO. Vous voyez que la molécule contient un radical NO, donc à ce titre, ça rejoint des molécules qu'on connaît bien, comme les dérivés nitrés et l'amosydobide. Mais ce ne sont pas que des donneurs de NO, c'est des molécules qui activent les canaux ATP potassiques. Ces canaux, on en trouve à différents endroits, deux qui nous préoccupent, qui nous intéressent en cardiologie. La cellule musculaire lisse, donc des vaisseaux, et notamment des vaisseaux coronaires, mais aussi des artérioles périphériques. Et puis un endroit qui nous intéresse de plus en plus en physiologie cardiovasculaire, c'est la mitochondrie des cardiomyocytes. Alors pourquoi ces deux mécanismes sont importants à considérer? Parce qu'encore une fois, ce n'est pas qu'un donneur de NO qui diminue la précharge, c'est aussi par cette action sur les canaux potassiques un moyen de diminuer la post-charge. On dilate les cellules, enfin on agit par les cellules musculaires lisses pour dilater les artères capillaires, et par la mitochondrie, on a une action sur la physiologie du myocyte qui mime quelque part le préconditionnement myocardique qu'on peut observer, dont on parle de plus en plus, avec, attendu lié à cet effet de préconditionnement, une véritable cardioprotection. Alors, est-ce que ce sont des beaux arguments de physiologie, ou bien est-ce qu'on va recouper cela avec des réalités cliniques? Eh bien, c'est ce que je vous propose de voir progressivement. L'efficacité, puisque ça se positionne comme un médicament anti-ischémique et anti-angineux, on commence par le plus important et le plus basique pour nous avec nos patients, c'est quelles sont les preuves d'efficacité sur les symptômes. Eh bien, sur les symptômes, si on se compare au placebo, le Nicorandil, qui est le chef de file de cette classe, a montré de façon explicite une diminution du nombre des crises angineuses, ce qui est un critère pour le clinicien important, et plus encore pour le patient qui vient consulter pour ces crises angineuses. Donc on diminue de façon nette le nombre de crises. Partant de là, on diminue chez le patient la consommation de dérivés nitrés, qui est, comme on le sait depuis longtemps, dans les études d'évaluation un peu historiques des effets des bêta-bloquants, des inhibiteurs calciques, eh bien, un critère de jugement de l'efficacité, c'est le patient consomme moins, a moins recours à ces dérivés nitrés. C'est tout à fait validé. La résultante de tout ça, c'est que ce n'est pas seulement sur les symptômes que ça marche, mais également sur des choses asymptomatiques comme l'ischémie silencieuse. Et vous voyez que si on réduit effectivement en orange ici les symptômes, on réduit encore plus amplement l'ischémie silencieuse. Donc il y a un véritable effet sur les symptômes d'anginopoitrine et sur l'ischémie silencieuse. Si on se compare maintenant aux molécules, on va dire, de référence de seconde ligne dans le traitement de l'angor stable, et en particulier les dérivés nitrés, ici l'isosorbide ou le mononitrate ou dinitrate, qu'est-ce qui a été observé dans cette comparaison entre le Nicorandil et ces molécules? Eh bien, un effet tout à fait comparable en termes d'amélioration de la capacité d'exercice et des modifications d'électrocardiogramme quand elles sont induites sur l'électrocardiogramme. Donc on est au même niveau d'efficacité. Même niveau d'efficacité et un meilleur profil de tolérance. C'est tout à fait important parce qu'on n'ignore pas, et nos patients encore moins que nous, les problèmes de tolérance rencontrés avec les nitrés en termes de céphalée notamment, parfois d'hypotension. Donc il y a un plus obtenu avec ces molécules sur le volet de tolérance. Le résultat de tout cela pour les patients et pour nous, cliniciens qui suivons ces patients, c'est qu'on a un taux de patients contrôlés de leurs symptômes, de leur crise angineuse, de leur consommation qui est tout à fait accru sous Nicorandil comparativement ici à l'isosorbide mononitrate.
Autre comparateur, je dirais plus prestigieux, en tout cas si on considère les recommandations qui mettent les bêta-bloqueurs en première ligne, donc la comparaison a été faite, et bien là encore, on a un niveau d'efficacité qui est tout à fait comparable à un bêta-bloquant largement utilisé dans le traitement de la maladie coronaire stable, qui est le métoprolol. Et la molécule qui, vous le verrez, on en parlera tout à l'heure dans les recommandations, est plutôt passée en seconde ligne, fait jeu égal, en tout cas sur l'efficacité anti-ischémique, avec une molécule de première ligne. C'est vrai également d'une comparaison avec un inhibiteur calcique, l'amlodipine, largement utilisé dans la maladie coronaire stable. Et bien non seulement on a encore une fois une efficacité comparable, mais on a une meilleure tolérance, ce qui, sur des traitements de long cours, est tout à fait important, parce que c'est, on le sait bien, un gage derrière la tolérance de l'observance de ces patients. Alors tout cela, c'est très bien, l'effet sur les symptômes, une comparaison tout à fait intéressante par rapport à des molécules de référence, mais est-ce que derrière l'action sur le canaux potassique de la mitochondrie, sur la cardioprotection, il y a une réalité qui va au-delà des symptômes sur le pronostic des patients? Eh bien, il faut regarder deux études qui avaient pour objectif la morbimortalité, donc au-delà du symptôme, l'étude Princeps-Iona qui a fait une grande partie de l'AMM et des mentions légales, puis je vous parlerai ensuite d'une étude observationnelle. Iona, c'est l'étude Princeps qui, dans une population certes exclusivement anglaise, est une étude randomisée, double aveugle, plus de 5000 patients inclus, donc répartis de façon égale entre les deux bras, un durée de suivi moyen de presque 2 ans. Les critères prédéfinis sont, pour un critère principal, une combinaison de la mortalité coronaire, des infarctus non mortels et des hospitalisations non programmées pour engorge, entendu que le clinicien, le cardiologue traitant, considère qu'il est dans une impasse face à la symptomatologie, que ce patient doit être hospitalisé, le plus souvent pour une exploration, bien entendu, coronarographique. En critères secondaires, on se concentre sur les critères plus durs, mortalité coronaire et infarctus non mortel. Sur le critère principal, on observe, sous nicorandil par rapport au placebo, une réduction de 17% de ces événements, avec un taux de significativité tout à fait explicite, avec un petit p à 0,014. Donc c'est un résultat positif, favorable au nicorandil par rapport au placebo, pour améliorer ce critère primaire de morbimortalité. Sur le critère secondaire qui combine mortalité coronaire, infarctus du myocarde, on a 21% de réduction. Alors on n'atteint pas stricto sensu le seuil d'efficacité, enfin il y a quand même une tendance forte qui est observée. Et sur les événements cardiovasculaires comptés globalement, on a une réduction de 14%, ce qui est repris également dans les mentions légales, avec un seuil d'efficacité tout à fait explicite. La cerise un petit peu sur le gâteau, c'est une réduction au terme du suivi, donc vous l'avez vu, de presque 2 ans, de 21% de la survenue de syndrome coronaire aigu. Donc on ne revendique pas une action antiplaquettaire ou de prévention de la thrombose stricto sensu, mais sans doute que dans l'effet de protection myocardique, du préconditionnement, où on mime ce préconditionnement, on a des myocardes qui sont mieux préparés à des événements et sans doute des patients qui l'expriment moins cliniquement et qui ne se retrouvent pas à ce moment-là hospitalisés. L'investigateur principal, quand la communication d'Iona a été faite, avait bien insisté sur l'intérêt particulier de la molécule pour réduire les événements coronaires majeurs. Donc on est au-delà d'un effet symptomatique anti-ischémique, on est sur quelque chose qui apporte dans la stratégie thérapeutique sans doute un élément, peut-être pas au niveau d'une statine, mais il faut être humble, mais quand même quelque chose sur les événements au-delà des symptômes. Il avait proposé à l'époque 2 take-home messages quand il avait présenté ses résultats. Le premier, c'était de redire encore une fois cet effet préventif des événements cliniques majeurs. Et le deuxième était de considérer sans doute la molécule dans une stratégie peut-être plus précoce et pas seulement de dernière ligne dans la stratégie anti-angineuse ou anti-ischémique. Et ceci, probablement dans un environnement de guideline qui laisse la primauté encore aux bêta-bloquants inhibiteurs calciques, mais avec une discussion qu'il avait beaucoup animée à ce moment-là, de le considérer sans doute plus tôt dans la stratégie. Cette molécule a, dans une évaluation médico-économique que vous voyez ici indiquée, un intérêt. Ce n'est pas un surcoût, en plus c'est des traitements qui ne sont pas très chers. Bien au contraire, c'est quelque chose qui a un impact, puisque vous l'avez vu, il y a moins d'hospitalisations pour engorge aggravé, il y a moins de syndrome coronaire aigu dans les années qui suivent, et donc le surcoût modeste initial est largement compensé
par la réduction des coûts de nouvelles hospitalisations et de syndrome coronarien aigu derrière. Donc, une stratégie économiquement tout à fait pertinente. La deuxième étude dont je voulais vous parler est une étude japonaise, alors qui est une étude essentiellement observationnelle, conduite au Japon sur une population à peu près équivalente à la précédente de plus de 5000 patients. Observationnelle veut dire que c'est une observation en vraie vie du traitement par rapport, là encore, au placebo. Les investigateurs ont une ambition encore plus grande que celle de Yona, puisque leur critère principal était la mortalité totale, quasiment comme une étude de prévention secondaire avec les molécules les plus nobles que sont les statines et l'anticorps paquetaire, et en critère secondaire, la mortalité cardiaque, l'infarctus mortel, non mortel. Qu'est-ce qui se passe sur ce critère principal? Le résultat est très spectaculaire, peut-être même trop spectaculaire, parce qu'on trouve que cette réduction de 35% est très ample. Quoi qu'il en est, dans cette étude observationnelle, c'est ce qui est observé, très favorable au nicorandil par rapport au groupe contrôle, avec une réduction qui est largement significative et qui impacte fortement dans ce message d'un effet bien au-delà du symptôme sur la protection myocardique. Sur les critères secondaires, je vous ai listé là l'essentiel des résultats. Décès cardiaque diminue de plus de 50%, infarctus du myocarde mortel également de plus de 50%, et puis une régression, diminution de l'évolution vers l'insuffisance cardiaque congestive de 33%. Alors, après avoir répondu à la question pourquoi, et je pense avec beaucoup d'arguments, quand peut-on utiliser? Quand? Eh bien, les recommandations européennes de 2013 nous apportent un élément de réponse. Dans les objectifs du traitement d'un coronarien stable, il y a un objectif symptomatique, c'est de contrôler l'angine d'effort, il y a un objectif de prévention des événements. En première ligne, on retrouve les molécules les plus anciennes dans l'historique du traitement de la maladie coronaire stable, et c'est bien sûr les bêta-bloquants et hypercalciques qui sont placés ici. En seconde ligne, quand sous ce traitement les symptômes ne sont pas contrôlés, la Société européenne de cardiologie liste dans ce petit pavé un certain nombre de choix. Vous lisez l'ivabradine, vous lisez les dérivés nitrés, le nicorandil trouve sa place ici et la triméthazidine également. Alors, peut-être que mettre tout ça sur un pied d'égalité mérite quelques discussions, quelques précisions. Vous remarquez au passage que dans ce pavé, il n'y a pas la molsidumine, qui est largement utilisée pourtant, mais faute d'arguments suffisants, en tout cas aux yeux de l'ESC, pour le classer à cet endroit-là. Le nicorandil, en termes de niveau de preuve, est 2A, avec un niveau d'évidence B qui repose sur les études qu'on vient de voir. Remarquez que la triméthazidine se situe à l'échelon en dessous, avec un niveau 2B, donc c'est toujours important. Et encore une fois, que la molsidumine n'apparaît pas dans ces molécules de seconde ligne évoquées par l'ESC. Sur le paragraphe qui détaille le niveau de preuve de nicorandil, il est rappelé ce qu'on a vu à travers l'étude Yona ici, c'est la réduction de 14% significative des événements cardiovasculaires et qu'un traitement de long terme pourrait être tout à fait pertinent au regard justement de l'étude Yona avec, au-delà de l'effet sur la mitochondrie, peut-être un effet stabilisant de plaques. C'est une hypothèse qui est émise par les experts de l'ESC qui ont fait ces recommandations. Qu'est-ce qu'ils disent ces mêmes experts dans ce même Pocket Guideline pour les dérivés nitrés? Eh bien que ça garde bien sûr une place, que c'est efficace, mais ça pose toujours le problème de l'échappement et d'un traitement qui ne doit pas être continu pour être géré, et qu'il faudrait sans doute une réévaluation, c'est sans doute un vœu pieux, de ces traitements dans les guidelines. C'est un vœu pieux parce que bien sûr il n'y aura pas d'études à venir avec les dérivés nitrés. Enfin, sur la triméthazidine, l'ESC est assez lapidaire en la matière puisqu'ils indiquent qu'il faudrait, là encore, peut-être faire des choses, qu'en tout cas, on n'a pas d'évaluation probante, large, sur la maladie coronaire stable ou ces patients, d'où la position en 2B, en retrait par rapport à ce qu'on a vu précédemment. Alors, ce que je vous propose dans les quelques minutes qui me restent, c'est un petit cas clinique interactif. Vous verrez, il y a 2-3 petits QCM, mais qu'on fera à bras levés pour essayer de mettre tout ça en scène et essayer de se fixer les idées. Ce patient a 73 ans, il cumule les facteurs de risque. Vous voyez qu'il a une dyslipidémie, un diabète de type 2, il est hypertendu et fumeur. Lié à son tabagisme, il a une BPCO ancienne, qui traite plutôt coup par coup qu'en traitement de fond, mais avec un VMS quand même assez altéré avec 1,1 litre. Il décrit un angor d'effort, stable depuis des mois, mais devenu quand même invalidant, si on doit le classer dans la question canadienne, il est en stade 3.
et ce, alors qu'il a par ailleurs un traitement inhibiteur calcique, qui est l'amlodipine, qui avait initialement été donné pour son hypertension artérielle. Vous voyez qu'outre l'amlodipine, il est sous valsartan, il a la simvastatine, de l'aspirine, et son diabète de type 2 est traité par metformine. Le clinicien qui prend en charge ce patient de 70 ans, actif, en très bonne forme, souhaite documenter l'ischémie myocardique de façon définitive. Et vous voyez qu'on a une scintigraphie myocardique qui valide défect inférieur tout à fait net, franc, réversible, avec un niveau d'ischémie de plus de 3 segments sur 17, qui a une signification pronostique. Le clinicien, considérant le bon état général du patient, son activité, le caractère invalidant des symptômes, malgré un traitement qui n'est que pour l'instant chimiothérapie par inhibiteur calcique, plutôt que de faire le choix d'emblée d'incrémenter le traitement, souhaite explorer le patient et nous le confie pour une exploration cohérent graphique, dont je vous montre les principaux résultats ici. Avec ce patient, sur le réseau coronaire droit, a une plaque dont on pourra discuter après du degré de significativité au milieu du segment 2. Il a une lésion du trépied extrêmement serré. Là, je crois que personne ne pignera sur le caractère significatif de cette lésion. Du côté gauche, qu'est-ce qu'on observe? Alors, sur cet incident, je vous en montrerai d'autres après, on est quand même assez intrigué par le tronc commun et sa partie ostiale, sachant que derrière, il y a des circonvolutions qu'on peut se poser la question de caractère significatif du tronc commun, même si, vous l'avez vu, la stratigraphie, il n'y a pas d'ischémie intérieure. Et sur le réseau circonflexe, je ne sais pas si vous le voyez bien ici, c'est un petit peu sombre à l'écran. En fait, il y a deux marginales. Une première marginale assez développée, d'assez bon calibre, qui a une lésion dont on peut là aussi discuter du caractère significatif ou pas, en termes en tout cas en géographique. Et puis il y a une deuxième marginale plus basse, je ne sais pas si vous le voyez, c'est la deuxième petite flèche rouge, qui est beaucoup plus grêle, qui est multisténosée, avec des sténoses là tout à fait serrées et indiscutables. D'autres vues pour vous donner des éléments de réflexion sur le tronc commun, notamment cette incidence ici qui est proche d'une spider. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose sur le tronc? Est-ce qu'il y a quelque chose sur l'ostium de l'IVA? La discussion est largement ouverte, même si on a un argument d'ischémie qui est limité à la paroi inférieure. Petit QCM que je vous propose. Alors, il y a plusieurs propositions, elles ne sont pas forcément exclusives. Le but, c'est de lancer la discussion. Est-ce que, proposition 1, vous portez indication d'angioplastie prioritairement sur la coronaire droite, considérant que l'ischémie n'est finalement avérée que dans le territoire inférieur? Première proposition. Deuxième proposition, vous me dites sur ces images, finalement, on a affaire à un patient tritronculaire. Le tronc commun, l'IVA ostial, le réseau circonflexe, la coronaire droite, il est diabétique, eh bien tritronculaire diabétique, il n'y a pas d'hésitation à avoir, surtout si le tronc et l'ostium de l'IVA est touché, il faut le revasculariser, la vascularisation indiquée dans ce cas-là, c'est la chirurgie de pontage orthocoronaire. Troisième proposition un peu provocatrice de ma part, je confesse que je fais de l'angioplastie coronaire, eh bien est-ce que, puisqu'on sait le faire, qu'on peut traiter ces différentes lésions par voie interventionnelle, à quoi bon passer ce patient dans les mains du chirurgien? Je fais la provoque, bien entendu, et revascularisons tout ce qui peut l'être, je ne dis pas tout ce qui doit l'être. Quatrième proposition, on renforce le traitement anti-ischémique avant toute chose. Cinquième proposition, beaucoup plus consensuelle et dans la logique des guidelines, eh bien on en discute en hard team. Alors, qui choisit un? On dilate que la coronaire droite, quelques mains se lèvent très peu, non? Oui, 2, 3, 4. Qui est pour une revascularisation chirurgicale d'emblée? À peu près autant, un petit peu plus, d'accord. Qui veut faire tout en angioplastie? Personne, il n'y a pas d'angioplasticien dans la salle où ils sont partis, où ils veulent se taire. Qui veut renforcer le traitement médical? C'est à peu près équivalent avec la première position. Et qui confie ce patient à une discussion éclairée d'une équipe médico-chirurgicale? C'est là qu'il y a le plus de mains. Très bien. Écoutez, c'est un peu ce qu'on a fait. Et dans ce qu'on a fait, on s'est aussi référé dans les guidelines sur la création mécanique chirurgicale, à ce petit paragraphe qui nous a paru tout à fait important. C'est que ce n'est pas tout d'avoir une sténose, angiographiquement, en plus, vous l'avez vu à certains moments intermédiaires, c'est qu'il faut que cette sténose ait un retentissement fonctionnel. Et dans les guidelines, vous avez l'outil, la FFR, qui maintenant est à niveau de preuve 1, avec un niveau d'évidence A, c'est dire le nombre d'études concordantes pour le recommander, pour juger du caractère fonctionnel d'un rétrécissement, quand géographiquement, on n'est pas tout à fait certain. Alors vous allez me dire, mais fonctionnellement, quelque part, on a la scintigraphie qui nous aide. On sait que parfois, sur des lésions multiples du réseau gauche, c'est possiblement des faux négatifs. Alors, regardons, qu'est-ce que la FFR chez ce patient va nous apporter? Eh bien, la FFR sur l'IVA,
Peut-être vous n'êtes pas familier de ces chiffres. Une réserve de flux coronaire de base et après phase d'hyperémie sous crénosin au-dessus de 0,80. On le sait par les nombreuses études, vous l'avez vu, c'est un niveau de preuve A. C'est corrélé à un bon pronostic de ces patients et donc ça ne doit pas faire porter l'indication d'un geste de revascularisation sur ces lésions. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien, ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. C'est-à-dire qu'on va faire avant tout par un traitement médicamenteux et que la revascularisation chez ces patients-là n'apporte rien au pronostic. Donc voilà pour l'IVA. Sur le réseau marginal, en tout cas sur la première marginale que vous voyez ici, on se rapproche du 0,80 qui est le seuil en dessous duquel on interviendrait, mais on reste au-dessus. Et donc la position qu'on a retenue, c'est que ces deux lésions du réseau gauche, la lésion de l'IVA et la lésion de la première marginale la plus développée, n'ont pas de retentissement fonctionnel significatif, donc ne doivent pas justifier d'un geste de revascularisation en l'état actuel. Ça ne veut pas dire que c'est figé pour toute la vie de ce patient-là, et qu'il va donc nous falloir privilégier la seule revascularisation utile en termes de pronostic, c'est celle de la coronaire droite. Alors, je l'ai mis en rouge comme réponse, mais elle n'est pas exclusive. Ça ne dispense pas de renforcer le traitement antischémique si on souhaite le faire, mais j'ai gardé un petit peu cette option dans une troisième proposition que je vais vous faire. Je vous montre le résultat de ce qui a été fait. Donc, sur la coronaire droite, on valide l'impression visuelle c'est serrée par, vous voyez pour le coup, une FFR à 0,59, donc qui valide le retentissement fonctionnel de cette lésion. Et là, l'intérêt de la revasculariser en termes de pronostic. C'est donc ce qui a été fait avec l'implantation d'un long stent actif, dont vous voyez ici l'image, qui se prolonge pour couvrir l'ostium de l'IVP avec un beau résultat en jaune. À ce stade-là, est-ce que tout est terminé sur la coronaire droite? Eh bien, la question, c'est, sur cette lésion, et vous voyez sur le transverse notamment, est-ce qu'il faut revasculariser là aussi cette lésion assez longue du segment moyen de la coronaire droite? Eh bien, la seule façon la plus fiable de répondre à la question, c'est également de faire une FFR à ce niveau-là. On a traité la lésion distale, eh bien, on refait une FFR pour évaluer cette lésion, et on a une FFR à 0,96, dire qu'il n'y a aucun retentissement fonctionnel de cette lésion en termes d'ischémie. Il n'y a donc pas d'indication, je vous rappelle, niveau de preuve 1A dans les recommandations de l'ESC, pour revasculariser cette lésion. Donc, on s'est bien gardé de mettre un stent supplémentaire. Alors, est-ce qu'on a eu raison? En termes d'argumentation, oui. En termes de clinique, 15 jours plus tard, le patient consulte parce qu'il a une amélioration. Il nous fait plaisir en disant qu'il a un peu moins d'angor, mais il a toujours de l'angor et continue toujours à consommer ses dérivés nitrés. Qu'est-ce que vous proposez à ce moment-là? Est-ce qu'on reconsidère totalement notre stratégie? Est-ce qu'on considère qu'il faut dilater cette première marginale, alors même que la FFR nous indiquait qu'il ne fallait pas le faire? Est-ce qu'il faut essayer de dilater cette deuxième marginale, qui est certes serrée, mais qui est extrêmement grêle? Elle fait moins de 2 mm de diamètre, elle est multisténosée. Est-ce que vraiment il y a un enjeu à ce niveau-là? Ou bien est-ce que si vous aviez gardé un petit peu de réserve et de ressources, vous proposez de renforcer le traitement médical? Qui veut dilater la première marginale? Malgré une FFR, ouais. La deuxième marginale, bon, elle est toute petite, hein, c'est vrai que ça serait quand même un petit peu osé, et le rapport bénéfice-risque serait loin de favorable. Bon, vous voyez bien où je vous emmenais, c'est vrai que sur le premier marginal, encore une fois, il y a une image, mais on a une FFR qui n'est vraiment pas en faveur d'un geste. La deuxième marginale est très très petite et ça serait vraiment prendre un gros risque pour un bénéfice aléatoire. Et donc le choix qui a été fait est celui de renforcer le traitement médical. Alors bien sûr, dans la logique de notre réunion d'aujourd'hui, le choix s'est porté chez ce patient sur le nicorandil. Pourquoi pas un bêta-bloquant? Parce que ce patient, compte tenu de ses antécédents tabagiques et la PPCO, on peut en discuter, hein, certains le feraient sans doute. En tout cas, le clinicien lui a jugé que ce n'était pas le bon choix. Il craignait d'avoir une aggravation de la bronchopathie sous-jacente. Et dans les possibilités qui sont évoquées, dans les recommandations de l'ESC qu'on a vu dans ce pavé de seconde ligne, eh bien, le choix s'est porté sur le nicorandil. C'est une histoire authentique, hein, je ne la donne pas pour faire plaisir au nicorandil. 6 mois plus tard, ce patient, lors du suivi, n'a plus de symptômes angineux. Il en a une bonne tolérance en termes de pression artérielle, fréquence cardiaque, et il n'a pas eu d'effet secondaire avéré de ces différents traitements. Donc la conclusion à l'issue de cet exposé, c'est que les activateurs, ou en tout cas l'activateur des canaux potassiques, dont je crois que vous allez disposer prochainement, c'est une classe à part avec des mécanismes d'action doubles. Ce n'est pas qu'un donneur-NO. Il y a l'effet sur ces canaux potassiques, sur la mitochondrie, sur les artères coronaires épicardiques. Il y a une efficacité évidente sur les symptômes, qu'on le compare au placebo, qu'on le compare aux molécules
de même niveau de ligne que ce soit les dérivés nitrés, ou même à des molécules de première ligne dans la recommandation. Vous avez vu avec les bêta-bloquants, l'inhibiteur calcique. La tolérance est bonne majoritairement chez ces patients, et vous l'avez vu dans les études comparatives aux nitrés, elle est meilleure qu'avec les dérivés nitrés, ce qui est important dans le suivi à long terme de ces patients. Il y a un effet, au-delà des symptômes, sur le pronostic, même si c'est un critère combiné de morbimortalité, il se passe quand même quelque chose qui va bien au-delà du symptôme. Et à ce titre, je pense que ça apporte un véritable service rendu, avant tout aux patients en termes de contrôle et d'équilibre de sa maladie coronaire stable, mais aussi à nous cliniciens, parce que je pense qu'on pourra en discuter juste après. On a tous beaucoup de ces patients chez lesquels on aimerait voir un meilleur équilibre de la maladie coronaire. Merci de votre attention. Merci, Dr Philippe, pour vos éclaircissements sur la place que pourrait prendre